Bonjour et bienvenue dans le garage. Le problème avec le travail du bois, il est là. Pas là, ça c'est la solution, là. L'étape incontournable quand on veut travailler le bois, c'est de passer du bois brut au bois équarri. Et pour ça, on a plusieurs solutions. La première solution, la plus simple, c'est d'acheter le bois déjà tout prêt. Problème, ça coûte très cher. Déjà, le bois brut, ça coûte cher, mais alors le bois équarri, vous allez le trouver en surface de bricolage et ça va vous coûter un rein, un œil et un peu d'argent. La deuxième solution, la plus commune et celle que j'utilise, c'est d'utiliser les outils dédiés à ça, c'est-à-dire une dégauchisseuse pour pouvoir transformer votre bois brut, tout du moins une surface, et la rendre plane, et une raboteuse pour ensuite raboter l'autre côté et ramener votre pièce à l'épaisseur que vous voulez. Le problème, c'est la dégauchisseuse. Il en existe plusieurs modèles, mais il n'y en a pas des pas chers. Il y a des dégauchisseuses de chantier, comme les raboteuses de chantier, mais la plupart du temps, enfin en tout cas à ma connaissance, je ne connais pas qui soient de qualité. Et il existe aussi les dégauchisseuses en machine stationnaire, mais c'est pas le même budget, et puis il faut avoir la place. Et heureusement, il y a la troisième solution qui se trouve ici. Dans ce carton, il y a un router sled. Alors, je suis désolé pour les anglicismes, mais il n'y a pas vraiment de traduction française. Un router sled, c'est littéralement un chariot pour défonceuse. Ce truc, il va nous permettre de dégauchir une pièce de bois brut avec une défonceuse. On va voir comment. Je le déballe, je le monte et je vous montre. Alors, je suis désolé, je suis obligé de faire des plans larges parce que le carton, il est aussi grand que moi. Il fait presque 1,80 m. Alors, dans ce carton, on a d'abord la notice. On a deux plaques de plexi, un carton, un autre carton et encore un carton. Et on a aussi ces grandes barres de ferraille que je vais sortir. Voilà. Dans le premier carton, on a pas mal de quincaillerie avec une liste, a priori. Alors, on a des plastiques dans du plastique, ça je suis pas fan. Alors, ce qui est bien par contre, c'est que les paquets sont numérotés, enfin du moins ils sont indexés, A, B, C, D, E, F, etc. Donc ça, j'imagine que ça va nous faciliter le montage. Et on verra d'ailleurs au fur et à mesure du montage ce qu'il y a dans ces sachets. Les gros cartons aussi, ils sont indexés. Donc là, on a le carton B. J'imagine que ça aussi, ça a de l'importance. Oh! On a des belles pièces anodisées de qualité. Alors ça, c'est assez inhabituel chez Vevor. En général, la finition, elle est discutable. Donc dans le carton, on a ces grosses pièces qui sont tellement grandes qu'elles ne vont pas rentrer dans le cadre, tu vas voir. Il manque un bout à celle-là, là. Il n'y a pas de caoutchouc, là. On verra si c'est important tout à l'heure. Et il reste donc le carton A. On va voir ce qu'il y a dedans. Encore deux belles pièces en alu, a priori. Franchement, la qualité, elle est là. C'est incroyable. On a des bouts d'aluminium quand même moulés qui font 8 mm d'épaisseur. C'est pas bénin. Je ne m'attendais pas à ça. Franchement, pas mal. Alors, voilà le contenu final du paquet. Et comment vous dire, je suis décontenancé, je suis perdu. J'ai perdu tous mes repères. Vevor ne m'a pas du tout habitué à ça. On a des pièces de qualité, c'est indéniable. On a une dock qui est bien fichue. C'est quelque chose de nouveau, ça aussi. Un petit roman photo, vous voyez. Alors certes, elle est en anglais, mais elle est très claire. Et du coup, je suis assez impatient de monter ce router sled parce que vu la qualité qu'il y a au premier abord, ça va être génial. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des pièces en alu de 8 mm. On a des rails en alu extrudés de 2 mm de section. On a des plaques de plexi de 7,5 mm qui sont usinées parfaitement. On n'a aucun défaut de fabrication nulle part, aucune approximation d'usinage. Waouh, incroyable. On passe au montage tout de suite. Je vais vous montrer comment monter la machine, du coup vous n'aurez pas besoin de la dock. La dock est en anglais et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un vrai roman photo. Et vous voyez par exemple, si je prends la première étape, il faut install star knob M10 par 70. Blablabla. Donc vous voyez sur quelle pièce il faut le monter. Le star knob M10 par 70, vous voyez qu'il est là et que c'est le sac G. Donc vous n'avez pas besoin de vous embêter. Vous prenez le sachet G, il y a les pièces qu'il vous faut et vous les montez donc sur cette pièce-là, 2 fois. C'est parti. Alors le contenu du sachet G, le voilà. On a 2 grosses vis, 2 grosses rondelles et 3 vis plus petites. Donc apparemment il y a une pièce de rechange. Tout ça, on va le monter là-dessus comme sur la dock. Donc la vis
elle vient ici. Ça se visse très bien, donc c'est bien taraudé. Ça, c'est agréable, ça. J'attrape pas le petit côté, ça visse plus vite. Une vis ici. Voilà. Pour ce qui est du vissage, comme d'habitude, les clés, elles sont fournies, mais je ne vais pas m'en servir. Je préfère largement utiliser une visseuse qui permet d'avoir un couple limité, ce qui permet d'éviter de foirer les vis. Et on fait ça 2 fois. Ensuite, ces pièces, on les met comme ça. Et ce sont ces pièces-là qui rentrent en jeu. Et au passage, les 2 bouts de caoutchouc qui sont là, ils servent à rien. Il faut les enlever. C'est juste une protection pour le transport. Donc le fait qu'il en manque un, c'est pas un problème. Donc pour assembler les pièces, on va utiliser ces vis qui sont hyper quali au passage et qui vont venir s'enfiler dans les trous qui sont ici et là. Donc il en faut 2 bien sûr. Donc vous avez compris que ces 2 pièces-là vont pouvoir coulisser et qu'on va pouvoir les fixer en position. Je vais vous expliquer bien entendu après le montage comment ça marche tout ça et à quoi ça sert. Bien entendu ça, on le fait 2 fois aussi. Sachet F maintenant. Si vous pensiez qu'on avait mis des grosses vis, et ben là, elles sont encore plus grandes. C'est toujours le même principe. Une vis qui va se manipuler à la main, une rondelle qui va servir d'appui, vous allez voir. Une vis plus petite pour fixer tout ça. Et cette fois, on va monter ça ici et là. Donc par contre, pour monter la rondelle avec la petite vis qui est fournie, cette fois-ci, la visseuse, elle ne va pas passer. Donc je vais utiliser la clé fournie. Et pour être sûr de ne pas trop serrer, parce qu'on a tendance à serrer trop fort avec ces clés, je vais juste maintenir la clé en place ici. Et je vais finir de visser avec la molette là. Voilà, pas plus. Bien entendu, on fait ça 4 fois. Donc maintenant, il va falloir que je monte ce profilé. Et comme vous voyez, il n'est pas symétrique, donc il a un sens. Heureusement, Vevor a bien fait les choses. Et si vous tournez la pièce, vous voyez ici une étiquette où c'est marqué « Fixer les pièces A et B dans cet emplacement avec J ». Et ici, « Fixer la pièce D dans cet emplacement avec E ». A et B, c'est ces pièces-là. Donc je dois les fixer sur cette face-là. Pour ça, je vais utiliser ces pièces qui vont venir s'enfiler dans le rail ici. Et donc, je vais le fixer avec J, comme le dit l'étiquette, c'est-à-dire avec ses écrous et ses rondelles. Alors, vu comme ça paraît compliqué de se tromper, mais ça reste possible. Rappelez-vous, il y a l'étiquette qui vous dit « Attention, ce côté-là, c'est le côté du rail qu'il faut placer sur les pièces. » Et donc, si vous faites ça, vous allez mettre vos rails comme ça. Le problème, c'est qu'il y a un sens à respecter. Il faut que la fente ici, elle soit à l'intérieur des 2 côtés. Donc la fente, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais ici, elle est là. Et ici aussi. Donc ce rail, il est à l'envers. Et il faut donc le retourner comme ça. Et donc pour fixer les rails, on prend ces petites pièces. On les met la partie plate sur le côté extérieur du rail. Et on les enfile là-dedans. Sur la pièce, il y a une petite bille ici qui vient plaquer la pièce à l'intérieur du rail. On les retrouve ici. Elles restent bien en place, comme vous voyez. Et donc, on va utiliser une vis et une rondelle qu'on assemble bien entendu et qu'on passe là-dessous pour pouvoir fixer le rail. Comme ça. Si j'arrive à voir ce que je fais, c'est mieux. Vous faites ça 4 fois et ça donne ça. Alors il ne faut pas encore serrer les vis parce que les plaques qui sont fournies, elles vont coulisser à l'intérieur du rail dans la 2e fente. Et donc il va falloir régler l'écartement des rails. C'est pour ça que les vis ne sont pas serrées. Donc le mieux, comme on a 2 plaques, c'est d'en mettre une de chaque côté pour pouvoir régler le parallélisme entre guillemets. C'est la première chose. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez serrer les vis en dessous. Alors je les serre qu'à la main pour l'instant, parce qu'il y a d'autres réglages à faire. Voilà, donc j'enlève une plaque. Et l'autre plaque doit pouvoir coulisser librement, comme ça. Avant d'aller plus loin quand même, je vous explique le fonctionnement. Ici, vous allez monter une défonceuse. Dessous, vous allez monter une pièce brute que vous voulez dégauchir. Et vous allez promener
la défonceuse sur cet axe-là avec la plaque et sur cet axe-là avec les deux pièces rouges qui ont des roulettes et qui peuvent se déplacer. Bien entendu, ce chariot, il ne va pas se déplacer n'importe comment, il va se déplacer sur l'établi, pour mon exemple. Donc, chaque pièce rouge ici sera en appui sur les bords de l'établi. Hop, ça va venir comme ça. Bon, a priori, le plus simple, c'est d'abord de rapprocher les deux pièces rouges du bord de l'établi. Je vais d'abord en fixer une. Donc, je visse mes vis. Je vérifie l'écartement des rails avec la plaque avant de fixer le deuxième rail. Ensuite, je retourne la machine. Alors attention parce que ici, c'est pas fixé. Je mets les roulettes en appui là-bas et j'ajuste de ce côté-ci. Maintenant, je serre les vis de ce côté-là. Le fait de garder ce rail libre, ça va me permettre de régler l'écartement pour la plaque ici. Vous voyez, là, ça bute, donc il faut que je l'éloigne un peu. Voilà, comme ça. Et maintenant, je peux fixer. Et voilà ce que ça donne. On a donc la possibilité de promener notre défonceuse sur cet axe-là et sur cet axe-là. Il reste encore à régler le parallélisme des rails par rapport au plateau et donc la hauteur par la même occasion des rails. Donc ça va se faire très simplement avec les molettes qui sont sur les côtés ici. Et on va pouvoir faire un réglage fin et le garder en mémoire avec les molettes qui sont là. Le chariot dans sa position la plus haute, la plaque de la défonceuse qui se trouve là, se trouve à environ 22 cm de l'établi. C'est très haut. Et dans la position la plus basse, on arrive à environ 9 cm. Pour descendre dans la position la plus basse, bien évidemment, il faut remonter les vis au maximum ici. Et je vais descendre la machine donc dans la position la plus basse parce que je pense que c'est celle que je vais utiliser le plus souvent. Voilà. Pourquoi je pense que cette configuration sera la plus fréquente? Et bien, tout simplement parce que notre défonceuse qui se trouve là, elle ne va pas avoir une fraise très très longue. Et la plupart du temps, le bois que je vais vouloir raboter, ça sera une planche, donc ça ne sera pas un morceau qui fera 20 cm d'épaisseur. Alors, maintenant que la machine est à peu près montée, je vais vous expliquer comment ça marche. Je l'ai un petit peu évoqué, mais je vais tâcher d'être clair. On va fixer un bois brut sous la machine. Sur la plaque qui se trouve ici, on va monter une défonceuse. Cette défonceuse, on va la promener au-dessus du bois dans ce sens-là et aussi dans ce sens-là pour pouvoir passer sur toute la surface du bois brut ici et pour pouvoir l'usiner et avoir cette face-là plane. Alors bien entendu, le bois il doit être fixé et la fraise qui doit se monter dans la défonceuse doit être adaptée aussi. Les plaques, comme je vous l'ai dit, il y en a deux. Il y en a une qui est pré-percée, ce qui va permettre de monter certaines défonceuses, mais pas toutes. Et pour les autres défonceuses, ça sera à vous de percer la deuxième plaque pour pouvoir adapter en fonction de vos besoins. Donc la plaque qui est pré-percée, dans la notice, on a tous les détails. Vous avez des défonceuses de type Porter, Ryobi, Bosch, Makita, Sears, Fein, Milwaukee, Freud, Hitachi, Elu, et DeWalt et Vevor bien entendu, puisque la fleureuse de Vevor que je vous ai présentée, elle est dans la liste. Bon, on va faire des tests. Je ne vais pas utiliser pour l'instant cette plaque-ci, je vais utiliser cette plaque-là, et puisque la notice précise qu'on peut utiliser la fleureuse Vevor, eh ben on va faire ça, même si je ne vous le recommande pas. Cette affleureuse, c'est un nouveau modèle de chez Vevor. Je vous ai présenté la version précédente dans une vidéo et j'ai comparé la version précédente avec son inspiration, sa muse, la Makita, qui est l'original. En fait, celle-ci, c'est une copie, comme sa grande sœur. Et ce nouveau modèle, il vient corriger quelques défauts de sa grande sœur. Alors, je ne vais pas vous faire une présentation complète de cette machine parce qu'elle ressemble très très fortement à la précédente que je vous ai déjà présentée. On retrouve la base qui fait de la machine une défonceuse, la base qui fait de la machine une affleureuse, les accessoires qui avaient été fournis, à savoir les câbles d'aspiration, un guide parallèle, un guide d'affleurage, 2 fraises, des charbons de rechange et 2 clés pour changer les fraises. Qu'est-ce qu'on a en plus? Une clé à pipe. Et pourquoi? Ben, la différence, elle se fait sur la base de la défonceuse ici. Cette pièce, elle apporte quelques petites améliorations. Déjà, au niveau des butées de profondeur ici,
on avait des vis avec du frein filet. Maintenant, on a des vis avec un contre-écrou qui permet de bloquer la vis en place. C'est un petit détail et ça fait une petite différence. La grosse différence qu'il y a sur cette embase, c'est le fait que quand elle est verrouillée, on n'a plus de jeu. Elle est toujours verrouillée que d'un côté, mais avant, sur le modèle précédent, quand on verrouillait ici, il y avait un petit peu de jeu là, et la base pouvait bouger un petit peu comme ça. Ici, il n'y a plus de jeu du tout, c'est nickel. Bon, par contre, la clé à pipe pour ici, c'est peut-être pas l'outil le plus pertinent. Il aurait mieux valu une clé plate, c'est plus pratique, surtout quand on baisse la défonceuse ici. D'autant plus qu'on n'a pas la clé plate qui permet de serrer l'écrou qui se trouve dessous. Il aurait mieux valu mettre 2 clés plates. En plus, je suis certain que ça aurait coûté moins cher que ce bout de ferraille. Un autre point qui a été amélioré, la glisse. Les embases glissent vachement mieux qu'avant. Avant, c'était pas nominal. Le plastique qui était là était vraiment de mauvaise qualité. Là, ça va beaucoup mieux. Encore une fois, c'est un détail, mais ça fait la différence. Et puisque je suis sur les embases, sur celle-ci, on a alors toujours les problèmes chez Vevor de finition, à savoir, il y a un petit problème de réglage. Ici, il va falloir que je desserre cette vis, parce que c'est quand même un petit peu coincé. Ah bah oui, mais je vois pourquoi. C'est rayé ici. Il doit y avoir une bavure quelque part par là qu'il va falloir limer. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ici, on a une bavure à virer. Bon, c'est le prix à payer pour des machines de cette qualité-là, on commence à le savoir. Une petite amélioration qu'on n'avait pas avant, la pige de centrage ici, qui va servir à se guider là-dedans. Elle n'était pas là sur l'embase précédente et on avait toujours un petit problème de positionnement comme ça. Là, je pense que ça ira mieux une fois que j'aurai fait les réglages. On verra. Et autre différence, l'usinage à l'intérieur sur cette embase-ci, il est très correct partout. Mais je pense que c'est un coup de chance parce que ici, c'est pas le cas du tout. Vous voyez ici, on est usiné correctement, mais si je tourne, sur cette partie-là, on n'est pas usiné du tout, il manque de la matière. Ça, c'était déjà là sur la version précédente. Parmi les petites améliorations, le guide parallèle est moins quincaille qu'avant. Alors c'est toujours quincaille, mais moins. L'épaisseur de la tôle ici est passée de 1,5 mm à 2 mm. Ça paraît pas grand-chose, 1,5 mm, mais ça fait un tiers de matière en plus quand même. Donc il devrait être plus rigide et plus stable. Mais les plus grosses améliorations, elles sont sur le bloc moteur en lui-même. On avait plusieurs soucis avec ce bloc moteur. D'abord, quand on le démarrait, ça faisait un énorme coup et la machine, elle démarrait, mais immédiatement. Ici, j'ai réglé la molette sur la vitesse maximale et je vais la démarrer d'un doigt et vous allez voir que ça se passe beaucoup mieux. Pardon, je coupe le son parce qu'on ne s'entend pas. Ça se passe beaucoup mieux. La machine a enfin une rampe d'accélération. Elle ne donne pas d'à-coups et les à-coups étaient dangereux. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, le bloc moteur vibre beaucoup moins. Le premier bloc, si je le laissais comme ça, « 10 secondes plus tard, il était par terre. » Là, évidemment, ça bouge un peu, mais ça vibre beaucoup, beaucoup moins, vous pouvez me croire. Et en bonus, Vevor a rajouté une LED ici. Donc ça, c'est super bien pour la visibilité. Ce qui est dommage, c'est qu'elle s'allume que moteur en route. Mais bon, ça, Makita l'a pas. Et il reste un point que Vevor n'a pas amélioré, et c'est dommage, c'est la sécurité après coupure de courant. C'est-à-dire que si je mets le moteur en route, évidemment, la machine démarre. S'il y a une coupure de courant pour une raison ou pour une autre, si par exemple on débranche la machine pour pouvoir changer la fraise, ce qui est une bonne chose, le problème c'est qu'ici on a un bouton monostable, et si on a appuyé sur ON et qu'on a débranché la machine, quand on va la rebrancher, celle-ci va se remettre en route. Sur la Makita, elle ne démarre pas. Il faut d'abord arrêter la machine, puis la redémarrer pour qu'elle démarre vraiment. Cette sécurité-là, c'est dommage que Vevor ne l'ait pas implémentée. Bon, ceci étant dit, on va monter la défonceuse sur la plaque ici. Alors, si je me fie à la doc, bah déjà, il y a un sens. Vous voyez, les trous, il y en a un petit peu partout. Et il faut tourner la plaque, a priori, comme ça. Et donc, pour pouvoir monter la fleureuse Vevor, il faut que je prenne les trous H. Et les trous H, ce sont les tout petits qui sont là. Il y en a 4. Donc ici, là, là et là. Donc, a priori, on doit utiliser cette embase-là. Je vais d'abord défaire la semelle de l'embase ici. Et ensuite, je devrais la monter comme ça, normalement. Attends. Là, j'ai trouvé un petit pambier. Je
Je serre pas trop, je serrerai qu'à la fin. Et une vis là, et maintenant je peux serrer les 4 vis. Je monte le bloc moteur. Voilà, j'ai plus qu'à enfiler la plaque ici. Alors il s'est passé un phénomène météo là. Il fait froid dans le garage, et du coup l'alu là il s'est contracté. Pas le plexi, et ça coulisse beaucoup moins bien qu'hier. Oui, parce que le début de la vidéo c'était hier pour vous. Ça coulisse, mais c'est pas fluide, hein, donc il va falloir chauffer votre garage ou votre atelier pour que ça marche mieux. Ah oui, et au préalable, la fleureuse, elle est fournie avec 2 fraises, dont une droite de 8 mm. Je l'ai montée ici pour pouvoir faire les tests. Voilà, donc le système est en place. On va maintenant pouvoir dégauchir du bois. Ce bois, il va falloir que je le pose sur l'établi et que je le fixe d'une manière ou d'une autre. Et pour le coup, évidemment, je ne vais pas le visser dans l'établi, ça c'est hors de question. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer ce petit bout de chute de plan de travail de ma cuisine, que je vais mettre ici. Et bien entendu, ça aussi, il va falloir que je le fixe. Donc je vais sortir un taquet ici, le même en face ici. Je vais mettre un bout de palette là, et je vais caler le plan de travail comme ça. Donc le plan de travail, il ne bougera pas par là. De l'autre côté, je vais le presser avec la presse ici qui dispose de taquets mobiles. Et donc pour ça, je vais mettre une cale ici. Je vais ouvrir la presse. Et je vais utiliser ce bout de palette pour pouvoir presser le bois ici, qui va presser le plan de travail là-bas. On bricole, mais on y arrive. Et là, mon plan de travail, il ne bouge plus. Alors pourquoi je m'embête à ce point-là? Eh bien tout simplement parce que le bois que je vais fixer ici, je vais le coller avec de la colle chaude, et je ne voudrais pas que la colle chaude n'abîme le bois de mon établi. Alors je sais, je suis un peu maniaque là, mais tout de suite l'établi il n'est même pas fini. Mais j'aimerais bien qu'il ait l'aspect neuf quand il sera terminé, même si je m'en sers déjà depuis 1 an et demi. Donc je vous propose de tester en surfaçant ce petit bout de bois, pas bien grand. Pourquoi pas bien grand? Parce qu'en fait, une fraise de 8, c'est pas idéal pour surfacer. Je vous montrerai tout à l'heure quel est le genre de fraise qu'il vaut mieux utiliser. Mais là, je joue le jeu. Vévor a dit qu'on pouvait monter cette affleureuse. Cette affleureuse, elle est fournie avec cette fraise, donc je tente le coup. Donc là, en termes de hauteur, on est bon. Je vous rappelle que si le bois est plus épais, on a la possibilité de surélever le chariot. Ça, c'est pas mal. Bon, c'est la première fois que je tente une fixation à la colle chaude. Je ne sais pas ce que ça va donner, d'autant plus sur un plan de travail qui est relativement glissant. Donc déjà, je dépoussière un peu. Et puis, je vais charger sur la colle. Allez, on gave. Je pense que ça aurait été plus malin de mettre la colle dessous plutôt que tout le tour, mais on verra bien. Puis je recommence, hein. C'est pas grave. Voilà, on va laisser refroidir. Pendant ce temps-là, on va régler la fleureuse. Donc il faut régler juste la hauteur de l'outil. Alors je vais commencer par mettre la fraise en contact avec le bois. Là. Ah ben non, ça va pas. Je suis déjà en position basse et je touche pas le bois encore. Je suis pas très étonné pour 2 raisons. La première, c'est que j'utilise une affleureuse et qu'une affleureuse, ça a une course de plongée qui est courte. Donc la fraise ne peut pas descendre beaucoup. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, le chariot, même dans sa position basse, je le trouve quand même assez haut. La plaque, elle se trouve à 45 mm à peu près du plan de travail. Et le plan de travail, il fait 40 mm d'épaisseur. Donc on a 8,5 cm dans la position la plus basse, entre le dessous de la plaque de plexi et le point de contact des roulettes ici. Ça fait quand même une bonne distance, 8,5 cm, sachant que la plupart du temps, si vous avez des plateaux par exemple à dégauchir, vous pouvez avoir pour un plateau moyen, disons 40 mm, ce qui fait qu'il va vous falloir 4 cm sous la plaque de défonceuse pour pouvoir usiner. Avec une défonceuse classique, c'est pas un problème, avec une affleureuse, ça peut l'être. Comme c'est le cas ici. Alors c'est pas la fleureuse le problème, enfin si, mais pas directement. Je veux dire, par conception, c'est normal qu'on ait ce souci-là. Pourquoi? Parce qu'une affleureuse, c'est fait pour affleurer. Donc c'est pas conçu pour avoir une grande profondeur de coupe, donc une grande plongée. Et du coup, avec cette fraise qui est relativement courte et en positionnant la fleureuse comme ceci dans sa position la plus basse, la fraise va dépasser ici, mais sa course utile, elle va être relativement courte. À la base, elle a 20 mm de coupe à peu près. Et sur ces 20 mm de course, on a 7 mm et demi qui sont perdus ici.
parce qu'il faut passer quand même l'épaisseur de la plaque. Ce qui fait qu'ici, on a une profondeur utile au total de 16 mm. C'est à peine suffisant pour pouvoir survoler la pièce ici. Donc, je ne vais pas pouvoir utiliser la défonceuse dans cette configuration pour pouvoir usiner cette pièce. Mais comme Vevor propose cette affleureuse-là, je vais quand même faire le surfaçage. Et pour ça, je vais tricher un petit peu. J'ai deux solutions pour surélever ce bois. Comme on a des pièces ici qui permettent de surélever le chariot, je peux enlever ces pièces et fixer les rails directement sur la pièce qui se trouve dessous. Et là, je vais gagner à peu près 15 mm. Alors, c'est très possible de faire ça, c'est pas la question. D'ailleurs, ce chariot pour défonceuse, il existe en deux versions, avec et sans les réhausses. Donc, sans les réhausses, on a juste cette pièce dessous et on a les deux trous ici oblongs qui permettent de fixer les rails qui existent aussi sur la pièce de dessous. Mais ça me demande de refaire mes petits réglages et tout, et franchement, j'ai pas envie. La deuxième solution, c'est de surélever tout simplement le plan de travail ici. Donc, je vais y mettre un bout de bois dessous, et je vais vous faire ma petite démo. Voilà, j'ai surélevé ceci, donc maintenant, le bois, il est trop haut, il bute sur le rail, mais c'est pas grave, puisqu'on a un réglage de hauteur, on va s'en servir. Et là, je ne vais pas m'embêter à mettre cette surface parfaitement parallèle à la machine ici, ça n'a aucun intérêt, puisque de toute façon, une fois qu'on aura dégauchi ce bois, il faudra raboter l'autre côté pour le mettre à la même épaisseur. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mesurer, je vais juste utiliser des cales de bois. Je vais commencer le réglage là-bas, comme ça vous pourrez voir ce que je fais. Donc c'est très simple, je défais les deux molettes qui sont là, je soulève ici, je mets les cales dessous, je redescends, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça va très vite. Si je veux sécuriser la position, je peux utiliser les vis ici pour pouvoir les descendre et les utiliser exactement comme des butées de profondeur de défonceuse. Donc je vais le faire, ça ne mange pas de pain. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que si les molettes se dévissent ici avec les vibrations, le chariot va redescendre et je vais foirer ma pièce. Je n'ai pas envie, même si c'est qu'un essai. Le deuxième intérêt de cette molette, c'est que si vous n'avez pas de raboteuse, vous pouvez aussi utiliser le chariot comme une raboteuse, à savoir que la pièce, d'abord, vous la dégauchissez, ensuite vous la retournez, vous la fixez et vous pouvez l'usiner pour avoir l'épaisseur de la pièce que vous voulez. Et pour ça, le mieux, c'est de régler la hauteur comme je viens de le faire et de mettre les butées comme je suis en train de le faire avec ces vis-là. Et une fois que c'est fait, si vous ne voulez pas enlever trop de matière, vous pouvez très bien relever le chariot, usiner un petit peu, le redescendre, usiner un petit peu, redescendre, usiner un petit peu. Et quand vous arrivez à embuter ici, vous savez que vous êtes sur votre dernière passe, vous usinez. Donc au final, vous aurez la pièce à l'épaisseur que vous voulez et vous aurez ménagé votre fraise en faisant des petites passes. Maintenant que j'ai réglé la hauteur du chariot de défonce, le bois passe dessous. Donc ça, c'est cool. Je vais maintenant régler mon affleureuse. Donc je me mets au-dessus du bois, je la descends avec la fraise en contact sur le bois, je verrouille, je sors dessous le bois, je redescends un peu plus, voilà, pas grand-chose. Et maintenant, la fraise bute sur le bois, et il va falloir que je la promène partout sur la surface pour pouvoir enlever la quantité de matière que je veux. Donc là, la quantité de matière que je veux, c'est au pif, j'ai descendu un petit peu et c'est tout. Bien entendu, vous pouvez régler ça plus finement en utilisant les butées de profondeur de votre défonceuse. Vous pouvez tout à fait vous mettre en contact sur le bois, choisissez le point le plus haut, tant qu'à faire. Une fois que vous êtes en contact, vous descendez votre butée de réglage ici, hop, en contact avec la butée de profondeur. Vous réglez votre butée de profondeur pour la descendre un petit peu. Vous sortez dessous votre bois, vous descendez votre défonceuse jusqu'à la butée, donc par exemple 1 mm plus bas, et vous savez que vous allez enlever 1 mm de matière. Et pour la démo, je ne m'embête pas avec ça, je descends un petit peu la fleureuse, et ce un petit peu, ça va être la quantité de matière que je vais enlever. Par contre, Vevor, ils n'ont pas rallongé le fil, donc comme d'habitude, il va falloir une rallonge. Pour rappel, le fil, il fait 1,80 m sur cette machine, sur la Makita, il fait 4 mètres, c'est quand même plus pratique. Allez, premier test, je mets le casque et c'est parti.
Ah bah dis donc, c'est nickel, impeccable. Franchement, l'état de surface, il est parfait. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer un peu mieux. Voilà ce que ça donne. Alors, au toucher, on sent le passage de la fraise, bien entendu. Mais c'est nickel. On a des tout petites différences de niveau d'un passage à l'autre, que vous voyez certainement pas à l'image, et qui vont disparaître très rapidement à la ponceuse. Franchement, le résultat, il est bluffant. Je ne m'attendais pas aussi bien pour plusieurs raisons. La première raison qui m'a fait penser que l'état de surface serait pas terrible, elle est là. D'habitude, les routeurs sled, ils ont un rail ici, et le routeur sled vient se placer dessus. Ici, on n'a pas un rail, on a juste un chariot qui vient se poser sur une surface, et je me suis dit que ça allait être aléatoire, qu'on allait avoir du jeu, mais en fin de compte, ça coulisse très bien sur cet axe-là. Il n'y a vraiment aucun problème, c'est bluffant. Et la deuxième raison, bah, elle est là aussi. Vous voyez ici, on a des petits balais devant les roues, qui viennent évacuer les copeaux pour pouvoir laisser le passage à la roue. Parce qu'en fait, les copeaux, vous voyez, il y en a un peu partout. Et le fait de rouler sur les copeaux, en exagérant, ça va soulever le chariot. Et si on soulève le chariot, on soulève la défonceuse. Et donc l'état de surface du bois va être trop haut. Donc je me suis dit qu'il fallait probablement passer d'abord une première fois pour enlever un max de matière. Ensuite, tout nettoyer, épousseter ici et refaire une passe de finition pour enlever le surplus. Eh ben, je me suis trompé, c'est pas nécessaire. Par contre, cette partie-là, elle est largement améliorable. Parce que vous avez vu du copeau, on en a de partout. Et le balai, là, il se trouve que sur les côtés. Il n'y en a pas ici. Et ça, c'est dommage, parce que les copeaux, ils rentrent par là, et c'est par là aussi qu'ils vont venir se mettre sous les roues. Ça aurait été intéressant de mettre le balai comme ça, qui fasse tout le tour là-bas. Ça aurait été beaucoup plus efficace, je pense. Mais bon, ça coûte peut-être 10 centimes plus cher. Un avantage d'avoir surélevé ici, je ne m'étais pas rendu compte, mais les copeaux, ils viennent pas beaucoup ici. Il y en a beaucoup là, il y en a un peu par terre, mais il n'y en a pas beaucoup ici. Ce qui fait que ça a limité l'encrassement du passage des roues. Et en plus, on n'a pas encore fini le montage de la machine, il nous reste ces pièces là encore. Et ces pièces, elles viennent s'enfiler dans le rail comme ceci. On peut les placer où on veut, on visse, elles ne bougent plus et elles vont nous servir à limiter la course du chariot sur cet axe-là. Comme ça. On a 4 pièces, ce qui permet d'en placer une dans chaque coin. Alors évidemment, on n'est pas obligé de les plaquer contre le truc, hein. Ça va juste limiter la course comme ça. Ici, par exemple, j'ai mis 2 cales et imaginons que la course ici soit limitée à 4 mm. Admettons. Ici, j'ai une fraise de 8 mm, ce qui fait que si j'usine ma pièce en faisant un premier passage comme ça, en étant sur une butée, je vais faire une rainure de 8 mm dans mon bois. Donc là, je ne suis pas en face, mais c'est parce que la fraise est trop basse et je ne passerai pas. Ensuite, je me redécale de l'autre côté. Donc, je me suis décalé de 4 mm. Et je vais agrandir ma rainure, qui faisait 8, plus 4. Elle fera 12 mm. C'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'usiner des poches rectangulaires. Si je limite déjà sur cet axe-là comme ceci, je peux aussi limiter sur cet axe-là en plaçant par exemple des serre-joints sur l'établi. Donc je vais limiter la course comme ceci et je vais pouvoir me déplacer un petit peu comme ça, un petit peu comme ça, et donc je vais pouvoir usiner un rectangle dans mon bois. Donc là par exemple, je suis déjà embuté grâce à la presse qui est là. Vous voyez, je ne peux pas aller plus loin. Donc là j'ai mis les 4 cales. La défonceuse ne peut plus bouger sur cet axe-là, elle peut juste bouger sur cet axe-là. Et pour le coup, donc, on va faire une rainure ici, et on va voir ce que ça donne. Ben, ça donne une rainure nickel et une très bonne odeur, le merisier, ça sent très bon. Donc 2 choses que j'aime bien. Mais c'est pas fini. Si vous regardez ici, vous avez encore une molette, et cette molette, elle va nous permettre de plaquer le chariot contre l'établi. Donc évidemment, vous avez une molette de chaque côté. Et donc, une fois que vous avez vissé, vous ne pouvez plus translater comme ça. Donc, dans cette configuration, vous avez une machine qui ne sert à rien, puisque vous ne pouvez pas vous déplacer par là, puisque vous avez les cales, et vous ne pouvez pas vous déplacer par là, puisque vous avez calé aussi ici. Donc évidemment, il va falloir enlever les cales dans cette configuration. Et là, vous allez pouvoir translater dans ce sens-là. Sauf que là, j'ai pas été malin. J'ai laissé la défonceuse dans le bois, donc dans la rainure que je viens de creuser.
Je ne peux pas bouger non plus. Donc il va falloir que je débraye le chariot aussi. Voilà, pour sortir la fraise du bois. Et la prochaine fois, je réfléchirai mieux. Et maintenant, je peux recaler le chariot. Et maintenant, je vais pouvoir faire mes translations dans ce sens-là. Alors attention, il faut que vous ayez bien réglé vos deux rails pour éviter qu'il y ait un jeu comme je l'ai mis là. Moi, vous voyez, il y a un jeu latéral. Pourquoi? Bah parce que ces deux rails, ils se sont, alors j'ai plus le terme, comprimés, le contraire de dilatés avec le froid. Ils ont rétréci, voilà, ils se sont contractés. Et du coup, la plaque qui est là-dedans, elle a du mal à bouger. C'est pour ça que j'ai laissé un petit peu de jeu en latéral pour pouvoir tricher un peu. Donc je vais essayer de faire une rainure en bloquant la plaque, soit comme ça pendant la translation, pour essayer de faire une rainure droite. Mais évidemment, si vous êtes dans cette configuration-là et que vous bougez un peu, bah, votre rainure, elle va faire un petit peu la godille, comme ça. Donc faites attention à bien plaquer comme il faut vos rails pour pouvoir faire des rainures dans ce sens-là. On va faire l'essai. Et voilà, la rainure est toujours aussi belle et ça sent toujours aussi bon. Le plus compliqué, ça va peut-être être de décoller le bois maintenant. Ça a parfaitement tenu et à mon avis, j'ai mis trop de colle. Bon, c'est pas fini, il y a d'autres avantages encore avec cette machine. Vous avez vu, on arrive quand même à faire des résultats très sympas, même avec une simple affleureuse et une fraise de 8. Bien que ce ne sont pas des outils adaptés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vous conseille plutôt d'utiliser une défonceuse plutôt qu'une affleureuse et ce genre de fraise plutôt qu'une fraise droite. Alors ça, c'est une fraise à affleurer. Vous voyez, là, on s'éloigne un petit peu de la fraise de 8. Hein. Donc vous comprenez très vite qu'avec ce genre de fraise, on gagne beaucoup de temps. Alors cette fraise, elle vient de chez Fraser Tools, c'est pas une sponsor, je l'ai achetée. C'est une super fraise. Donc elle est équipée de couteaux qui sont réversibles. On ne les voit pas dans ce sens. Voilà, ici vous les voyez mieux. Donc les couteaux, quand ils sont désaffûtés, bah, vous les tournez d'un quart de tour et vous prolongez la durée de vie de la fraise. Et évidemment, les couteaux sont interchangeables et j'en ai acheté un jeu. Donc celle-là, elle va me faire un bon moment. Donc ça, c'est un très gros modèle qui ne se monte pas sur la fleureuse, bien entendu, parce que la queue fait 12 mm et le diamètre ici fait 60. Donc ça, vous montez ça sur une affleureuse, vous allez voir le moteur fumer très probablement, hein, parce que ça manque de puissance. Donc celle-ci, j'ai prévu de la monter sur ma Triton TRA 001. Je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que j'ai dit que je jouais le jeu de chez Vévor et que j'utilisais la fleureuse Vévor. Donc pour l'instant, cette fraise, je la remets dans sa boîte. Mais vous allez bien comprendre qu'avec ça, vous allez faire des passes de 6 cm plutôt que 8 mm. Et donc les dégauchissages, ça va être de la rigolade. Avant de vous montrer le dernier avantage de cette machine, on va finir de la monter. Il reste un sachet ici. Et ce sachet, il contient des capuchons qui vont aux extrémités des rails ici pour éviter de se blesser, ce qui n'est pas idiot, parce que moi, j'aime pas me blesser. Donc ça vient se mettre par-dessus, hein, ils sont juste carrés. Alors eux aussi, ils sont un peu froids. Voilà. On va éviter de se faire mal. Et on va éviter les TMS à terme. Voilà, et en plus, ça permettra de stocker ça verticalement sans l'abîmer. Nickel. Le dernier avantage, vous allez le comprendre tout de suite si vous avez déjà fait des billots ou toute pièce en bois debout. Donc le bois debout, c'est avec les fibres vers le haut ici. Ça, c'est impossible à raboter. C'est tout bonnement impossible. Si vous essayez de passer une pièce comme ça dans la raboteuse, vous allez vous faire mal, croyez-moi. La meilleure solution pour rendre cette pièce parfaitement plane, bah, c'est de ne pas avoir à le faire en fait. C'est le plus simple. Sinon, vous pouvez utiliser un rabot à angle faible. Et la troisième solution, c'est le chariot de défonceuse. Alors cette pièce, elle est un peu haute, c'est une chute du plateau de l'établi. Mais ce n'est pas un problème parce que rappelez-vous, on peut surélever la machine. Et là, la défonceuse, elle passe sans problème. Cette cale, elle m'a servi à régler ces vis exactement à la même hauteur, c'est-à-dire avec la même garde au sol ici, dans les quatre coins du chariot. Donc, en l'état, je vais pouvoir descendre la machine un petit peu. Je ne vais pas la descendre de toute cette distance-là. Je vais en faire que la moitié pour ménager la fraise. C'est qu'une fraise de 8. Et ensuite, je vais redescendre complètement cette pièce jusqu'à ce que les vis soient en contact ici. Et là, grâce à cette cale, je sais que ma pièce ici, elle sera parfaitement parallèle par rapport à là, parce que j'ai fait le niveau ici.
Donc, je commence par baisser un petit peu, j'ai dit un petit peu, voilà, chaque côté du chariot. Je vais commencer mon surfaçage. Donc maintenant ici c'est parfaitement surfacé, mais c'est encore trop haut, donc je vais descendre et je vais continuer à surfacer partout ici. Alors maintenant c'est surfacé ici, 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 à moitié ici et ici pas du tout. Donc je suis encore trop haut. Et pourtant je suis déjà en bas ici. Ben, ça veut dire que j'ai mal estimé ma hauteur. Du coup je vais remonter mes vis exactement de la même manière. C'est-à-dire que je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 demi-tours par exemple. Hein, c'est arbitraire. Sur chaque vis. Et maintenant j'ai juste à descendre mon chariot en contact encore une fois des deux côtés. Et je refais une passe. Je m'arrête un instant pour vous montrer un truc qui est assez important. La fraise, elle tourne dans ce sens, d'accord? Donc quand elle rentre dans le bois, elle va rentrer par là. Elle rentre comme ça, puisque j'ai attaqué le bois de ce côté-ci. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand je vais dans ce sens, je pousse la défonceuse par là pour l'enlever de la matière à supprimer. Je reviens, et ensuite, je me mets en position pour attaquer le bois, et ensuite j'attaque. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en me déplaçant comme ça, si la fraise rentre dans le bois comme ça, elle va venir en opposition. C'est le sens normal qu'il faut pour attaquer du bois à la défonceuse. Si vous attaquez le bois dans l'autre sens, c'est-à-dire en avançant dans ce sens-là, dans le même sens que la fraise, c'est-à-dire en avalant, ça va fonctionner bien sûr parce que le bois est maintenu et la défonceuse aussi. Disons que les deux méthodes fonctionnent, mais autant garder les bonnes habitudes. Allez, je finis ça. Alors là, franchement, avec une fraise chinoise bas de gamme, j'arrive à un état de surface franchement pas dégueulasse. Je vais me faire un bio, les copains. Il va être magnifique. Évidemment, je vous mettrai ça en vidéo. Hein. Allez, on passe au bilan. Et je dois vous avouer que je suis agréablement surpris par ce traîneau de défonceuse. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi efficace. Vous l'avez vu, il est parfait pour surfacer les pièces de bois avec une défonceuse. Et je m'attendais quand même à rencontrer un problème, enfin plutôt des problèmes pour plein de raisons. D'abord parce qu'en général, un router sled, ça comprend une paire de rails sur les deux axes et que ce modèle en comprend qu'une seule paire. Sur l'autre axe, vous avez seulement des roulettes et je m'attendais à avoir des problèmes à cause des copeaux. Mais comme vous l'avez vu, malgré qu'un peu de copeaux se soit glissé sous les roulettes, l'état de surface est impeccable. Ensuite, je ne m'attendais pas à ce que ce traîneau de défonceuse soit aussi efficace, parce que pour qu'il soit efficace, il doit être très très rigide, surtout s'il est grand comme celui-là. Donc si le chariot est trop souple, il va s'affaisser et au lieu d'usiner un plateau, vous allez usiner à caniveau. Et là encore, Vevor m'a agréablement surpris parce que les matériaux utilisés sont de très bonne qualité. Les rails en aluminium extrudé, ils ont une section de 2 mm. Les supports rouges, ils font 8 mm environ. Les roulettes, elles sont dures et elles sont équipées de roulements. Elles vont durer. C'est inhabituel une qualité comme ça chez Vevor en fait. D'habitude, on sait pourquoi Vevor c'est pas cher, mais là, c'est pas comme d'habitude. Et c'est aussi pour ça que je m'attendais à un traîneau de défonceuse assez moyen. Son bas prix. Je connais le rapport qualité-prix de pas mal de produits Vevor maintenant, le ratio est à peu près le même pour tous les produits que j'ai testés, et donc, vu le prix de ce router sled, j'étais pas prêt à me trouver devant un produit si qualitatif. Cette fois-ci, le rapport qualité-prix, il est excellent. La qualité est là, et c'est cool parce que dans ce cas précis, c'est nécessaire. En général, vous n'avez pas 36 solutions pour vous procurer un router sled. Soit vous le faites vous-même, dans ce cas-là, il faut y mettre les moyens pour le faire bien, parce qu'il peut facilement être imprécis ou pas durable, il peut être fastidieux à utiliser s'il coulisse mal, comme celui-ci d'ailleurs, par temps froid, et donc ça peut être dangereux. Et s'il est peu précis, ça induira forcément des décalages sur la surface qui nécessiteront du temps de ponçage. Donc on s'éloigne du but recherché si le chariot de défonceuse est imprécis. L'autre solution, c'est de l'acheter, et la plupart du temps, ça coûte cher. Woodpeckers en fait un, il est très bien, mais la facture est à 4 chiffres. Sinon, vous avez mieux et moins cher et français. John de la chaîne Astuce Design en a conçu un avec un associé, et il le commercialise. Je vous mets le lien en description, ça s'appelle le Airslide.
Il est top. Son seul défaut, c'est sa disponibilité. Je ne sais pas d'ailleurs s'il se vend encore. Et il n'a pas de réglage en hauteur. Donc pour moi, dans ce cas-là, Vevor, c'est le meilleur compromis pour ce type de matériel. Et je vous avoue que ça fait bizarre de dire ça. Je vous fais la liste des plus et des moins. D'abord les plus. Le premier plus, c'est la qualité du produit. Ça marche très bien, c'est rigide, c'est fiable. Il n'y a pas besoin de rail avec ses 8 roulettes sur roulement. Le traîneau, il est stable. Les supports rouges, ils font 27 cm de large. Le chariot, il est compatible avec toutes les défonceuses, y compris les affleureuses, comme on l'a vu, mais je ne vous le recommande pas, vous le savez. La capacité de travail en largeur est d'à peu près 1,50 m, c'est énorme. Et en longueur, c'est en fonction du support utilisé. On a aussi une grosse capacité en hauteur. Donc je vous recommande d'ailleurs la version rehaussée qui propose un réglage en hauteur réglable sur 13,5 cm, plus environ 2 cm supplémentaires si vous retirez la rehausse et que vous fixez les rails directement sur le support bas. Alors bien entendu, comme tous les produits, celui-ci n'est pas parfait, il y a aussi des moins. Alors d'abord, il vous faut un support parfaitement plan, avec deux côtés parfaitement parallèles, sur lesquels les 8 roulettes vont pouvoir prendre appui. Et en fonction de vos ateliers, il vous faudra peut-être vous adapter. Ensuite, comme je vous l'ai dit, les supports rouges manquent de poils. Les roulettes sont trop exposées au copeaux et il va falloir faire attention à nettoyer régulièrement le passage des roulettes. Dans la vidéo, ça s'est bien passé, mais attention, j'ai surfacé que des petites pièces. Et moi, perso, je vais garder ce routeur sled et je vais installer des balais de bas de porte sur toute la longueur des trains roulants. Comme ça, je serai tranquille pour ce point-là. Un autre moins, les deux plaques support de défonceuse ne sont pas tout à fait carrées. Donc, quand le chariot est réglé avec la plaque dans un sens, il faut bien faire attention à la remettre dans le même sens si vous l'enlevez. Sinon, soit ça rentre pas, soit ça bouge un petit peu, comme pour moi aujourd'hui. Bon, sauf que moi, je l'ai fait exprès aujourd'hui à cause de la contraction de l'aluminium causée par le froid relatif de l'atelier. À la sortie du carton, le jeu entre les glissières dans les rails et les plaques en plastique était parfait, mais je suis bien obligé d'ajouter ce point négatif à la liste. C'est pas grave, mais bon, je vous dis tout. L'autre point négatif, lui, il est plus embêtant. Il n'existe que sur la version non rehaussée du routeur sled. La version la plus simple de ce chariot de défonceuse est tout simplement livrée sans les plaques support de défonceuse en plastique. Et ça, Vevor, c'est pas cool, d'autant plus que c'est pas très clair sur votre site. Donc, s'il vous plaît, incluez les plaques dans la version de base du traîneau et augmentez le prix de 20 balles, c'est pas grave. Et vous qui m'écoutez, n'achetez pas la version non rehaussée. La version rehaussée, celle que j'ai utilisée dans la démo, elle vaut largement le surcoût par rapport à la version simple. Bon, par contre, il y a encore quelques points à revoir. Le montage, il est facile, mais le réglage, il est un petit peu fastidieux, notamment parce que la fixation des rails se fait avec des vis un petit peu trop courtes. C'est pas simple de les dévisser pour régler le positionnement des rails sans les dévisser complètement. D'ailleurs, 2 des 8 vis se sont dévissées avec les vibrations et sont parties, alors que j'ai pas utilisé le routeur sled bien longtemps. Donc il va falloir vérifier régulièrement le serrage des vis. Les 4 vis qui servent à régler la hauteur, vous savez, celle que j'ai utilisée pour faire la butée de profondeur finalement. Et ces vis-là, elles sont longues et c'est un petit peu un problème parce que le filetage est petit. Donc, visser pour régler ces vis, c'est très long, d'autant plus qu'il faut le faire 4 fois puisqu'il y en a 4. Mais bon, quoi qu'il en soit, le bilan est très positif, que ce soit pour surfacer des petites pièces comme dans mon exemple d'aujourd'hui, ou des pièces plus grosses comme un plateau de massif qui ne passera pas dans une raboteuse, ce traîneau, il fait le travail parfaitement. Il est aussi tout à fait adapté pour surfacer des surfaces en bois de boue impossibles à usiner autrement qu'avec ce type de matériel, même avec de toutes petites passes dans une raboteuse. N'essayez pas, vous allez tout casser, je vous l'ai dit, mais je vous le redis, c'est important, c'est dangereux. Avec le routeur sled, il n'y a pas de problème. Donc ce traîneau de défonceuse, c'est une bonne alternative à la dégauchisseuse, et ça, j'en étais pas convaincu. C'était pas du tout mon avis avant ce test, pour être honnête. Je me suis trompé, et tant mieux. D'ailleurs, je pense maintenant même que ce traîneau de défonceuse, c'est aussi une bonne alternative à la raboteuse. Vous pouvez dégauchir une pièce, puis la retourner pour la raboter, parce que l'état de surface, il est très bon, et qu'il est facile de régler finement la hauteur d'usinage avec les 4 grandes vis dont je parlais tout à l'heure. Franchement, je suis épaté par ce traîneau, et ça sera ma conclusion. Bien joué, Vevor, vous m'avez eu, je vous attendais pas là, et vous étiez là. Voilà, bravo. Voilà, donc je pense que maintenant, vous pouvez vous faire une idée assez précise de cette machine. Avant que je vous laisse, je vous rappelle que le lien vers ce routeur sled se trouve dans la description de cette vidéo et que vous pouvez aussi profiter de codes de réduction qui se trouvent eux aussi dans la description. Donc si les tests d'outillage en rapport au bois vous intéressent, je vous conseille d'aller faire un tour vers cette playlist. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous!